Donc, on va avoir 2 projets présentés, dans cette session et je vais pour cela, demander à Enora Leroux et Judith André de me rejoindre juste ici. Donc merci à toutes les 2 pour, votre présence, avec nous, aujourd'hui. On est très heureux de vous recevoir et donc je vais inviter tout d'abord, Enora Leroux, chercheuse en santé publique et méthodologiste au sein de l'INSERM de l'équipe INSERM ESSEV. Aussi au sein du service de santé publique de l'hôpital Robert Debré de la PHP et actuellement chercheuse invitée au centre de recherche du CHU de Montréal. Ça fait beaucoup d'affiliations. A présenté son projet. Donc, vous allez présenter le projet SCOT, une intervention de prévention du tabagisme chez les jeunes dans un jeu en ligne. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Je suis vraiment extrêmement contente de vous présenter les résultats de ce projet qui était un projet d'amorçage, donc plutôt format pilote de 18 mois qu'on a achevé et qui a été mené grâce à une équipe super pluridisciplinaire, composée notamment de personnes expertes en santé publique, mais aussi en sociologie, en marketing social, en stats, en psycho. Et donc, c'est vrai que ça fait un projet dont je suis très fière et j'espère qu'il vous intéressera. Bon, quelques éléments de contexte, c'est une diapo qui se veut très rapide. On sait que le tabagisme à l'adolescence, c'est prédictif du tabagisme à l'âge adulte. Donc, c'est ce pourquoi, selon nous, ça en fait une fenêtre privilégiée pour faire de la prévention. Par ailleurs, effectivement, on a eu les chiffres déjà de consommation du tabac. Ce qui est à noter, c'est que effectivement, il y a une baisse, toutefois, ça reste des chiffres qui peuvent être inquiétants. Et puis, il y a un gradient social qui est important, sur lequel nous, on veut travailler particulièrement. Ce qu'on sait justement par rapport à ce gradient social, c'est que Internet, ça constitue un moyen d'atteindre toutes les populations de jeunes quand on l'utilise de façon adaptée. Parce qu'effectivement, en France, ce qu'on sait, c'est que 97% en fait, des adolescents ont accès à Internet de façon quotidienne, mais potentiellement avec des usages qui sont différents selon le gradient social. Toutefois, ça constitue un médium qui est intéressant. Ce qu'on sait aussi, c'est que concernant les interventions menées sur internet, le peer coaching, donc le coaching par les pairs, il est plus efficace que des programmes ou des bots, pour avoir une action sur la réduction du tabagisme chez les jeunes. Et donc c'est dans ce cadre-là et sachant ce contexte, qu'on a développé le projet SCOT. Toute la question s'est posée de, quelle communauté d'internautes on allait, choisir pour délivrer notre intervention. Notre but, c'était de ne pas renforcer les ISS. Donc, effectivement, on sait que typiquement, en intervenant sur Instagram, vous allez plutôt toucher les CSP plus que les CSP moins. Donc, le but était de bien réfléchir effectivement à l'espace sur internet qu'on a été allé utiliser pour agir contre ce gradient social qu'on a vu dans la première diapo. Ce qu'on voulait, nous, c'était travailler avec l'existant. D'une, c'était un projet d'amorçage, donc limité dans le temps, limité dans les moyens. Et puis deux, nous, on était persuadés qu'on n'arriverait pas à faire mieux que les professionnels de la tech en termes d'attractivité concernant un site web ou une communauté, mais peut-être qu'on en rediscutera ensuite. Et puis, on voulait effectivement correspondre aux usages. Donc, ce qu'on sait, c'est que les ados, ils consomment en fait sur internet majoritairement des vidéos, mais aussi des jeux en ligne, des jeux en réseau. Et donc, du coup, c'est ça qui nous a amenés vers le choix d'un jeu qui s'appelle Abo, qui est un jeu qui existe depuis plus de 10 ans, qui a une communauté de joueurs actifs de plusieurs milliers de joueurs donc, dans la communauté francophone, qui est un jeu gratuit. Donc il y a des options payantes si vous voulez acheter par exemple des mobiliers ou des fonctions particulières, mais c'est quand même un jeu gratuit, donc ça permet effectivement de pas, enfin en tous les cas d'avoir accès à une population très diversifiée de jeunes. Et puis par ailleurs, il y a tout un système de modération, qui est assuré en fait par l'équipe du jeu. C'est un jeu en fait qui a eu des problématiques il y a une dizaine d'années, à son commencement en fait de pédocriminalité notamment. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement embêtant quand on le vit, mais par ailleurs qui leur ont permis du coup de mettre en place un certain nombre de systèmes en fait de protection et de modération qui nous correspondaient, très bien du coup
à ce qu'on souhaitait, en termes de sécurité, dans le jeu. Par ailleurs, c'est un jeu qui accueille depuis plusieurs années et donc, dans le cadre, pareil de ce système de sécurité, une équipe qui s'appelle Fil Santé Jeunes, qui sont nos partenaires sur le projet, qui sont une équipe en fait d'éduc et de psy, qui ont notamment une hotline, 7 jours sur 7, qui cible les adolescents et jeunes adultes, qui ont besoin de parler, de problématiques de santé, santé mentale, mais aussi, santé tout court. Donc voilà, ça constituait pour nous le lieu idéal, pour intervenir, pour toutes ces raisons-là et donc le but de ce projet pilote, c'était d'étudier la faisabilité d'une intervention innovante pour la prévention du tabagisme, intégrée donc dans ce monde virtuel qui, au départ, est pas du tout un monde qui est fait, heu, enfin qui a un quelconque objectif de santé, qui est purement un monde, ludique, et de rencontres, en réseau. Voilà. L'objectif secondaire, c'était d'écrire l'évolution sous l'intervention des normes et de l'intention de fumer, hem, avec, effectivement, les limites du fait que c'était un projet pilote et donc qu'on a relativement peu de suivi sur ce critère-là. Donc sur quoi on s'est basé là? Je pense qu'on aura beaucoup à discuter avec, une des précédentes, présentatrice, nous, on s'est reposé effectivement pour construire l'intervention sur l'utilisation des composantes phares du jeu pour développer l'intervention, qui sont la socialisation et la collecte des badges. En fait, dans ce jeu, il y a un système incitatif, on va dire, de collection de badges qui ont une valeur non monétaire, mais strictement populaire, on va dire, pour les joueurs et donc du coup, on s'est servi de ça comme incitation à venir participer à, notre intervention. Par ailleurs, nous, on s'est, reposés, alors je ne sais pas si je peux dire bêtement, mais en tous les cas simplement sur la théorie du comportement, planifié, sans aller, sur une phase de diagnostic plus approfondie et peut-être que ça aurait valu le coup. Et par ailleurs, on a utilisé les notions de soutien social, de motivation de groupe et d'apprentissage social qui sont très liées en fait aux communautés en ligne, pour, effectivement faire en sorte que cette intervention, matche complètement avec, le lieu d'intervention. Donc effectivement, l'intervention qui a été développée, c'est la réalisation par 2 professionnels, de santé publique formés en prévention à une séance hebdomadaire de 30 minutes sur 4 semaines, en petits groupes de 10 joueurs maximum où on discutait à chaque, semaine en fait, de thématiques différentes autour, du tabagisme. On a, un peu délaissé notre groupe contrôle et on va voir qu'on l'a payé plutôt cher, à la fin de ce projet. Effectivement, le groupe contrôle, en fait, on ne lui proposait pas d'intervention spécifique, on lui proposait simplement l'accès à, de l'information en santé, de l'information, sur des sites qui parlaient de la prévention du tabagisme. Et c'était, voilà, tout ce qu'on leur proposait. Concernant l'évaluation, donc on s'est reposé sur le cadre théorique qui est proposé par le Medical Research Council pour l'évaluation des interventions complexes et donc on était principalement sur l'évaluation de la faisabilité et du pilote, je ne sais pas comment on peut dire ça et donc on s'est intéressé particulièrement aux critères de reach, d'attraction, de rétention et de participation et puis effectivement, on a voulu aller aussi un peu plus loin avec les premiers signes d'effectiveness et donc nous concernant l'intention de fumer et les normes liées au tabagisme. Donc pour, mesurer cela, on s'est reposé sur les questionnaires P2P qui sera peut-être présenté cet après-midi ou peut-être pas, en tous les cas dont je pense que sont, Gélie et l'investigatrice principale, qui effectivement, était le seul questionnaire validé en français, sur la théorie du comportement planifié pour la prévention du tabagisme, chez, les adolescents. Donc je vous montre relativement à quoi ça ressemblait parce que c'est difficile parfois de concrétiser, l'idée effectivement de comment on peut intervenir dans un jeu en ligne. Donc ce qu'on a fait, c'est que, grâce à la collaboration qu'on a eue avec la community manager du jeu, 10 jours avant le lancement de notre intervention dans le jeu, il y a eu en fait un petit encart sur, la page d'accueil pour dire, «On va venir, parler, santé, pendant un mois, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans une salle spécifique». Ce qu'il faut imaginer, c'est que ce jeu-là, en fait, il consiste en peut-être, je sais pas, une centaine de salles différentes. Donc il y a une salle qui est une plage, il y a une salle qui est un restaurant, il y a une salle qui est un cinéma, il y a une salle qui est une love room, et donc du coup, nous, on a créé une nouvelle salle, pour réaliser, nos interventions.
Donc notre salle, elle, ressemblait à ça. C'était un petit parc avec un bus, avec un bus, garé dans ce parc et donc on a ouvert, cette salle 30 minutes avant chaque intervention, qu'on réalisait. En rentrant dans cette salle, les joueurs avaient une fenêtre pop-up qui apparaissait avec la note d'intention et donc un lien pour aller plus loin pour avoir la note d'intention d'information pardon, complète. Là, c'est un screenshot de 3 minutes avant le début, de la première session. Donc effectivement, une fois que les joueurs avaient cliqué OK sur, la note d'information, ils recevaient en fait un questionnaire à remplir, donc un questionnaire de données à baseline, qui était le plus court possible, mais probablement pas assez court, pour des joueurs, de ce jeu et on pourra y revenir aussi, ça a été une limite et en fait, à l'issue de ce questionnaire, les joueurs se faisaient remettre de façon aléatoire par la community manager 2 badges, enfin un badge, parmi 2 possibles et en fait, 30 de ces badges étaient des badges qui permettaient d'accéder au bus. Donc en fait, on peut restreindre l'accès à certains lieux dans le jeu grâce notamment au portage de badges et donc du coup, c'est comme ça qu'on s'en est sorti pour faire de la randomisation, en fait, avec la remise de certains badges spécifiques qui permettaient d'accéder au bus, qui était donc en fait le lieu de l'intervention. Donc voilà, un screenshot de la première session. Je pense qu'on a fait donc mon collègue et moi comme intervenants et effectivement donc les joueurs qui avaient eu, par chance, le bon badge pouvaient rentrer dans le bus et constituer notre groupe, intervention et donc vous voyez dans le jeu, en fait, on discute par, des bulles de chat, qui passent comme ça. On peut récupérer l'historique, du chat, ce qui est plus facile quand il y a 10 personnes qui parlent en même temps et qui tapent très vite et donc effectivement, à chaque, nouvelle session, on présentait les consignes, et puis on faisait un débrief, on se donnait un rendez-vous, dans une semaine. Sachant que c'était les mêmes groupes, donc c'était, 3 groupes de 10 qu'on revoyait en fait, pendant 4 semaines. OK, donc voilà le flowchart, donc on a fait un essai contrôlé randomisé parce qu'on voulait tester effectivement, est-ce que c'est juste possible de faire un essai contrôlé randomisé dans un jeu en ligne? Donc ça c'est vraiment partie de nos éléments de faisabilité qu'on voulait, vérifier et en fait, on a fait un gros appel d'air, ce qui a causé en fait une randomisation déséquilibrée, en fait, par peur de ne pas avoir 30 personnes, dans l'intervention. En fait, on a ouvert la salle de façon très large et pas strictement à 60 personnes. Parce que le risque en fait, effectivement d'ouvrir à 60 personnes, ça nous aurait peut-être permis d'avoir une randomisation équilibrée, mais c'était qu'effectivement, il y ait de la fuite, on va dire, après le remplissage de questionnaire qui nous aurait pas permis d'avoir notre groupe intervention de 30. Nous, c'était notre but dans cette étude pilote d'avoir une trentaine de joueurs dans notre groupe intervention. Voilà les caractéristiques des participants à baseline. Donc, de fait, on n'a pas donné main de compte là-dessus puisque n'ont été, randomisés, on va dire, que les personnes qui avaient complété un questionnaire. Ce dont on s'est rendu compte majoritairement, c'est qu'en fait, on avait quand même, une grosse population de jeunes qui étaient, sans emploi ou inactifs. Donc, on a appelé au chômage ou inactifs et donc du coup, on a pensé que les gens qui avaient coché au chômage étaient plutôt avec des droits, mais, c'est peut-être un abus de pensée et par ailleurs qu'en fait, l'âge des joueurs, il était bien plus élevé que ce qu'on croyait parce que c'était des joueurs qui avaient environ 23 ans. C'est un monde en fait au départ qui est dédié aux, 13 ans et plus. Donc on s'attendait vraiment à avoir, des plus jeunes et notamment du coup avoir à faire un exercice de prévention primaire. Il se trouve qu'en fin de compte, vu l'âge et vu, le profil des joueurs, on se retrouvait avec quand même pas mal de gens qui étaient, soit fumeurs, soit anciens fumeurs et donc du coup, de fait, on a réalisé, notre intervention dans ce contexte-là. Donc effectivement 30 joueurs randomisés dans le groupe intervention. Il y en a 2 qui ne sont jamais rentrés dans le bus. Il y en a 5 qui ont participé seulement à la première session et qui ne sont jamais revenus et puis les autres, donc quand même la majorité qui ont assisté à 3 ou 4, donc toutes, les séances. Et donc ça, c'était, un critère important pour nous, juste, l'attractivité, dans quelle mesure, en fait, les gens reviendraient d'une semaine sur l'autre. Et effectivement, il y a eu une fidélisation, qui a eu lieu, donc ce qui était plutôt un résultat positif. Ce dont on se rendait compte aussi, c'était que les joueurs détenaient 70 du temps de chat par session, donc c'était environ 550 échanges chat, en 30 minutes, donc entre toutes les personnes qui étaient dans le bus, dont 400 effectivement, qui étaient donnés par les joueurs, donc ça, de la même manière, c'était plutôt rassurant pour nous. C'était pas des monologues, de professionnels et donc effectivement, on avait bien l'aspect
l'aspect peer coaching qui pouvait se mettre en place vu la grande participation des joueurs. Par ailleurs, et un de nos points très limitants sur ce projet-là, c'est que le questionnaire final, donc qui a été, hem, donné à l'issue des 4 semaines, n'a été rempli que par 39 joueurs sur les 106, et donc du coup, 37. Globalement, en fait, on a eu 30 de perdus de vue dans le groupe intervention et ces 30 c'était majoritairement les gens qui n'étaient pas rentrés dans le bus et qui n'avaient participé qu'à la première session. Donc les gens qu'on a réussi à suivre jusqu'au bout ont bien complété leur questionnaire. Mais par ailleurs, on a eu une grosse perte dans le groupe contrôle et donc effectivement, c'est là où je vous dis qu'on a payé un peu cher le fait d'avoir pas développé d'intervention spécifique pour le groupe contrôle. En fait, ces joueurs sont de fait dans un jeu. Donc du coup, si vous ne les amusez pas, en fait, ils ne vont pas rester. Donc, bon, c'est une perspective de ce travail en tous les cas. Ce dont on se rend compte effectivement sur donc les mini, résultats d'effectiveness, c'est qu'il y a peu de changements dans l'évaluation des normes et des représentations. On a quand même remarqué qu'il y avait un renforcement de l'idée que fumer peut aider à gérer son stress ou à parler avec un étranger, sans toutefois avoir aucun changement sur, les intentions de consommation de tabac, donc, ce qui était au final, rassurant, on va dire. Par ailleurs, on a 2 joueurs de notre groupe intervention qui se déclaraient fumeurs à T0, qui se déclaraient finalement non fumeurs à la semaine 4. Donc là, je pense que vraiment je me lancerai sur aucun lien ni de causalité, ni de réalité, ni quoi que ce soit, mais toutefois c'était, un résultat qu'on a noté. Les perspectives, ou les conclusions, notre conclusion, c'est qu'effectivement, mener des actions de santé publique dans un jeu vidéo qui existe, qui n'est pas fait pour ça, est faisable, est acceptable pour les joueurs, en tous les cas dans ce monde-là, avec ces internautes-là. Ça permet de proposer des interventions innovantes à des publics, aux profils sociaux divers. Donc effectivement, ça, c'était notre chance, de nous dire qu'effectivement, ce jeu-là, a priori, permet d'accéder à des jeunes, qui seraient difficiles d'atteindre, en fait, par ailleurs, qui sont, pas à l'école, pas en emploi et donc ça ouvre, une belle perspective là-dessus. Les résultats inattendus, donc effectivement, je vous en ai un petit peu parlé. La population rejointe qui est différente de l'attendue, notamment en âge et en profil sociodémographique et puis les effets potentiellement contre-productifs. Les perspectives, c'est une étude à grande échelle, donc qui est financée, par les mêmes financeurs, merci beaucoup, qui porte, là sur, la promotion de, la littératie en santé mentale et donc c'est une échelle, c'est une étude qui va durer, donc 3 ans. On commence l'intervention si on arrive à obtenir les autorisations réglementaires ce mois-ci, au printemps, sachant qu'on a effectivement développé l'intervention contrôle, donc de façon aussi grande qu'on a développé, l'intervention, intervention, on va dire. Donc, on espère bien que le contrôle aura autant de pouvoir attractif et de rétention que notre intervention et donc que ça limitera les perdus de vue et puis ça nous permettra de faire un suivi un petit peu plus long. Juste peut-être pour, avant de vous montrer les références, on a aussi utilisé ce jeu, en fait, dans le cadre du service sanitaire des étudiants en santé où on a fait intervenir des étudiants en médecine, dans ce jeu pour faire de la prévention sur, différents type de comportement et en fait, ils ont inventé avec les joueurs, des modes d'intervention qui étaient vraiment beaucoup plus ludiques que le petit bus que je vous ai montré là et donc du coup, qui sont venus nourrir, ce projet, sur la littératie en santé mentale qui aura du coup, plus d'un type d'intervention et on sortira juste de petits groupes de discussion qui étaient sympas mais pas extrêmement ludiques. Voilà les références, donc la référence de l'étude Princeps que je vous ai présentée aujourd'hui, sachant que c'était une étude mixte, là je vous ai pas présenté beaucoup de résultats, donc vous pouvez aller plus loin là-dessus et puis une deuxième, un 2e article qui sort là sur les leçons qu'on a tirées en fait de comment on pouvait utiliser les communautés en ligne et les jeux en ligne pour faire des actions de prévention, donc qui est plutôt, théorique. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci, Enora pour cette présentation. Merci d'avoir mis des images, hein. Je pense que là, c'était nécessaire pour bien qu'on puisse se rendre compte de l'intervention, donc merci pour ça et donc de belles perspectives pour de futures recherches. Donc je rappelle que vous pouvez préparer vos questions, par Enora, hein. On prendra les questions, comme, pour la session précédente à la fin, de la session. Et donc on va maintenant, poursuivre avec, Judith, André, maîtresse de conférences à l'université Picardie Jules Verne, qui travaille au sein du groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances, donc notamment sur le binge drinking, pardon. Et donc, Judith, vous allez aujourd'hui présenter un projet sur une application smartphone destinée aux étudiants universitaires ayant justement ce comportement de binge drinking. Je vous en prie. Je vous remercie et je remercie l'IRES Pelinka pour
Le financement de ce projet, donc je tiens à vous préciser que c'est un projet qui n'a pas débuté. Nous sommes en phase d'initiation, donc je vais essentiellement vous présenter ici le contexte de ce projet et les facteurs que nous avons pris en compte pour la mise en place du protocole que, nous verrons également. Donc ce projet s'appelle Smart Binge et s'intéresse donc à l'intérêt d'utiliser une application smartphone pour, heu, avoir un impact sur l'évolution des consommations d'alcool chez les étudiants et en particulier de binge drinking. Donc très rapidement, je vous passe sur, ces chiffres que vous connaissez, donc sur l'alcool avec, le coût social exorbitant que représentent les consommations d'alcool et en particulier qui est responsable d'un décès sur 4 chez les 20-39 ans qui consomment donc, de façon, qui consomment, sous forme de binge drinking. Avec les définitions que vous connaissez, je passe, rapidement là-dessus. Donc le binge drinking qui reste un problème majeur de santé publique puisque vous voyez les chiffres nous indiquent, que cette consommation est en perpétuelle augmentation avec entre 2005 et 2019, nous sommes passés de 33 à 46 des 18-25 ans qui déclarent au moins un épisode dans l'année et la moitié des étudiants français, présentent un épisode de binge drinking au cours du dernier mois. Donc des chiffres qui restent encore très conséquents. Sachant que la population des moins de 25 ans est une population vulnérable, puisque le cerveau est encore en phase de maturation, donc plus sensible à la neurotoxicité de l'alcool, une population qui est sensible, à la récompense, à la recherche de sensations, à des actions impulsives, ce qui peut être à l'origine de l'initiation et de l'escalade des consommations de substances. Comme nous le montrent les chiffres de l'Eurostat partout en Europe, la population étudiante, binge plus que les travailleurs du même a que les travailleurs du même âge. Le binge drinking fait partie intégrante encore aujourd'hui, des rites d'initiation, à l'université et il est largement mis en scène sur les réseaux sociaux. Donc on connaît bien ou on connaît de mieux en mieux aujourd'hui les risques immédiats qui sont liés au binge drinking. Donc le binge drinking est, fortement impliqué dans les accidents de la route, fortement impliqué dans les violences sexuelles. Le taux de suicide est augmenté à cause de ce type de consommation et il impacte également les résultats académiques. On connaît de mieux en mieux, les risques à moyen et long terme puisqu'il entraîne des troubles cognitifs, une altération des troubles de l'attention, de la mémoire, de la prise de décision, des altérations également du traitement, des émotions qui peuvent être à l'origine de la mise en place et du maintien de troubles de la consommation. Donc ce qui nous intéresse, c'est, de pouvoir puisque on a maintenant et de mieux en mieux une visibilité sur les conséquences du binge drinking, mais quels sont les facteurs qui peuvent être associés à la mise en place, de cette consommation. On va s'intéresser aux facteurs, des caractéristiques personnelles comme, les troubles de l'humeur, mais nous nous sommes d'ailleurs, posé la question, de, l'identité du sujet. Je ne sais pas où est la personne et c'est donc une question peut-être que nous pourrons, réévaluer. On va s'intéresser au craving, donc voilà des facteurs personnels, mais également des facteurs environnementaux. Et dans ce cadre, on s'intéresse à l'économie comportementale. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est que l'économie comportementale? L'économie comportementale nous permet de faire le lien entre le coût de l'alcool et la consommation, sachant que le coût de l'alcool est un puissant prédicteur de la consommation, comme on a pu l'observer par les campagnes qui ont été mises en place autour du tabac. Et on appelle ce lien la demande. La demande est définie elle-même par des paramètres qui s'appellent l'élasticité et l'intensité. Et ces paramètres sont corrélés à des troubles cliniques et à la sévérité des consommations. Donc ils présentent un réel intérêt dans, le suivi des étudiants. La question que l'on peut se poser, c'est l'utilisation d'une application, représente-t-elle un intérêt réel pour le suivi des étudiants? Dans un premier temps, pour les participants eux-mêmes, on sait que les étudiants, font partie d'une, classe de la population qui a une certaine réticence à reconnaître leur consommation problématique et une certaine réticence à venir, vers les soignants, d'autant plus donc pour parler de ces consommations. Donc les, applications
et les techniques numériques peuvent représenter un lien pour réintégrer les étudiants dans un système de soins. Et on a pu constater aussi, en particulier chez les gros buveurs, que les applications avec retour personnalisé ont une efficacité importante dans ce type de population. Pour nous, les applications représentent un intérêt certain dans le suivi des consommations et surtout dans la relation temporelle entre les facteurs associés et les consommations. Donc notre objectif va être de tester l'efficacité d'une application mobile avec retour personnalisé, donc dans l'objectif de réduire la consommation d'alcool dans notre population étudiante, de faire le lien avec des facteurs et caractéristiques individuelles, de nous permettre de mesurer le craving et donc l'impact de cette application, et enfin d'en estimer l'effet sur la qualité de vie des étudiants. Alors pour cela, nous utilisons une application qui s'appelle MyDéfi. MyDéfi, c'est une application qui permet un report facilité des consommations, donc qui se présente très simplement avec un agenda des consommations de type timeline follow back. Elle propose des retours personnalisés avec des informations théoriques sur les effets de l'usage de l'alcool et des conseils qui sont basés sur des techniques comportementales et des techniques motivationnelles. Elle vous propose des alternatives pour gérer les envies de consommation. Et nous allons adapter spécifiquement MyDéfi pour que les retours personnalisés correspondent au binge drinking. Cette application est développée par Pascal Pernet, qui est inclus dans notre étude. Donc nous développons avec lui les retours personnalisés spécifiques. Alors pour éviter les biais qui sont liés à l'autodéclaration, nous ajoutons le suivi d'un biomarqueur de consommation. Donc il s'agit du phosphatidylséthanol qui nous permet d'évaluer les taux d'alcool consommés dans le mois précédent. Donc en fait, c'est très simple. Les étudiants qui seront inclus dans l'étude vont recevoir un kit qui s'appelle Emaxis, un kit qui leur permettra, en se piquant avec le doigt avec une petite aiguille, vous voyez, ils déposent une goutte de sang dans chacune des canalicules et ils nous renvoient ensuite les kits. On a tout un protocole pour leur faciliter au mieux le renvoi de ces kits. Et le service de toxicologie du CHU d'Amiens analyse ensuite les taux de phosphatidylséthanol pour nous donner une mesure objective de la quantité d'alcool consommée dans le mois précédent. Donc pour inclure ces facteurs environnementaux dont je vous parlais tout à l'heure, nous proposons une tâche d'économie comportementale donc qui est très simple, ça s'appelle l'Alcohol Purchase Task. C'est un questionnaire qui se présente de cette façon. Donc on demande sous forme de plusieurs questions, combien de boissons achèteriez-vous si chaque boisson coûtait, et à chaque fois le prix varie jusqu'à la gratuité. Cette phase d'économie comportementale nous permettra d'évaluer la relation justement entre le prix de l'alcool et la consommation parmi les binge drinkers, de pouvoir ainsi avoir une idée des paramètres de la demande en fonction de ces évolutions des paramètres de la demande en fonction de notre intervention via l'application mobile. Et elle nous permet également d'inclure un autre paramètre de prévention qui est la disponibilité de consommation non alcoolisée, et est-ce que la présence de consommation non alcoolisée peut avoir un impact sur la consommation de boissons alcoolisées. L'enquête se compose d'un ensemble de questionnaires, donc que je ne vais pas détailler ici, mais des questionnaires de personnalité, impulsivité, dépression, anxiété sociale et donc peut-être identité, des questionnaires de consommation, et puis donc les paramètres qui nous permettent de suivre l'évolution des consommations, l'évolution des troubles des étudiants, des troubles de l'humeur des étudiants et l'évolution de leur qualité de vie. C'est un essai randomisé contrôlé national donc qui regroupe 5 centres universitaires, Amiens, Reims, Lille, Nîmes et Montpellier.
Et nous aurons donc un groupe d'étudiants qui disposera de l'application avec ces fameux retours personnalisés spécifiques pour le binge drinking. Et l'autre groupe disposera de l'application sans retour personnalisé pour évaluer spécifiquement l'impact, vous l'avez compris, des retours personnalisés. En termes de chronologie, donc l'étude se déroule sur 3 mois. Les étudiants sont sélectionnés en fonction de leur score de consommation, donc avec des questionnaires type Alcohol Use Questionnaire Audit qui sont connus et validés. Le phosphatidylé-éthanol est mesuré de J0 à M3, donc tous les mois, pour, comme je vous le disais, que l'on ait une vision objective des consommations des étudiants. À J0, les étudiants reçoivent tout un pack de questionnaires. Et ensuite, évidemment, on les allège. Donc, l'économie comportementale est suivie en cours d'études, puis à la fin. Et on évalue à la fin l'effet de l'alcool sur leur consommation et l'effet sur la qualité de vie, donc pour pouvoir comparer avec les données que l'on aura récoltées en début d'étude. Donc, notre hypothèse est que cette version complète de l'application avec feedback personnalisé pourrait représenter dans un premier temps un outil de réduction de la consommation qui pourrait être facilement utilisable par les étudiants. Mais par ailleurs, on espère avec cet outil pouvoir combler le manque d'opportunités, d'aide et de soutien vis-à-vis des consommations pour ces étudiants qui, comme je vous le disais, sont vraiment réticents à aller vers les soignants pour parler d'alcool. C'est une intervention anonyme et sans stigmatisation qu'on leur propose et ils s'annoncent dans l'ensemble plus enclins à utiliser des applications qu'à se rendre dans des services, même comme le service de santé universitaire. Oui, pour finir, nous espérons aussi que cela pourrait nous aider à prendre en charge des étudiants qui, dans toutes les universités, et c'est vrai, on l'a démontré en particulier dans la nôtre, ont été particulièrement affectés par la crise sanitaire qui a induit des troubles psychologiques et une augmentation des troubles addictifs. Donc, peut-être apporter par la disponibilité de cette application un moyen de toucher ces étudiants et d'atteindre ces étudiants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Judith, merci pour cette présentation. Voilà, on était sur du jeu en ligne avec Enora, là on passe à une application mobile, donc on voit bien que le numérique peut être aussi appréhendé voilà, de différentes manières. On va prendre quelques questions avant de marquer une pause pour le déjeuner. Donc, je vais commencer avec les questions qu'on a reçues en ligne. On en a reçu plusieurs. Peut-être la première pour Enora. Est-ce que ce jeu, utilisé comme outil de prévention, répond aux besoins des jeunes? Quels sont les discours rapportés par rapport à ce dispositif proposé? Est-ce que vous avez eu du feedback par les jeunes? On a le feedback de ceux qui ont participé. Donc, de fait, c'est probablement biaisé. Bon, en fait, dans le jeu, il y a un objectif de motivation de la communauté. Donc, en fait, ils sont relativement habitués à avoir des interventions de personnes extérieures, mais ça peut être aussi bien des chanteurs que des influenceurs, que des créateurs de contenu, là, que de la santé. Donc, en fait, ils ont l'habitude de recevoir des invités qui viennent leur parler ou qui viennent les divertir. Donc, du coup, ça fonctionnait plutôt bien avec, il me semble, l'identité du jeu, de pouvoir faire ça. Là, dans la perspective, donc dans notre projet Perspective sur littératie en santé mentale, on fait de la co-construction, ce qu'on n'avait pas fait pour le premier projet tabac, en tous les cas moins, vu la durée du projet. Et donc, du coup, c'est aussi en ça qu'on espère effectivement beaucoup plus rejoindre les besoins du jeune, puisque dans notre processus-là de co-construction, on a déjà fait 2 séances d'élicitation des besoins. Donc, effectivement, la santé mentale pour vous, effectivement, qu'est-ce qui vous manque comme info, de quoi vous voulez parler, comment vous voudriez qu'on en parle. Et justement, une des idées dans ce projet de perspective, c'était de faire intervenir en fait des créateurs de contenu comme personnes vecteurs en fait pour pouvoir parler de santé mentale. Et donc là, typiquement, les personnes du jeu nous ont dit qu'ils trouvaient pas ça légitime, que c'était pas ce qu'ils imaginaient. Et donc du coup, voilà, on se rend compte qu'effectivement, c'est
en faisant ces phases d'hésitation qu'on répond mieux aux besoins. Là, dans le projet tabac, c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion de le faire. Merci. Une question pour Judith. Quels sont les délais attendus pour pouvoir observer une efficacité justement dans la réduction des consommations? Quels délais vous envisagez? Alors si on se base sur les études, avec les retours personnalisés, on peut espérer, en 6 semaines d'observer déjà, 6 semaines. des diminutions, des consommations. D'accord, 6 semaines, OK. Et justement toujours sur cette étude, donc là, une question qui vient du chat également. Est-ce que les étudiants, qui participent à l'étude ont déclaré vouloir diminuer leur consommation d'alcool? Non, ils sont Ils savent. vraiment justement, c'est ce que je présentais tout à l'heure. Mmh. Les étudiants n'ont pas, forcément de visibilité sur, le problème de leur consommation. Ils n'ont et les retours personnalisés, on l'évoquait aussi avec un intervenant précédemment, les retours personnalisés ont, cet intérêt de, leur rappeler, les normes, de consommation et de leur permettre de se situer par rapport aux normes de consommation parce qu'ils n'ont pas cette idée que, leurs consommations, sont problématiques avec tout ce que l'on a évoqué tout à l'heure, au contraire, de l'image positive, de la consommation, de l'identité, du consommateur, qui est plutôt valorisée. D'accord, très bien. Une question pour toutes les 2, peut-être une question un petit peu piège. Comment peut-on approcher la thérapie des addictions par un autre format d'addiction, qui est l'addiction numérique? Est-ce que vous avez des éléments, là-dessus, des hypothèses? Est-ce que vous avez déjà, voilà, envisagé cette dimension, vu que là, on traite, du numérique? Donc, de la même manière, c'est une question qui est récurrente pour nous qui utilisons le jeu. En vérité, en fait, on connaît quand même les typologies de jeux qui sont associées à des hauts risques d'addiction. Et donc, c'est typiquement les jeux dans lesquels on est très impliqué. Enfin, c'est pas typiquement le jeu à beau. En fait, on n'est pas sur un jeu qui a haut risque d'addiction. Donc, déjà, il faut avoir en tête effectivement que tous les jeux ou tous les usages en fait d'Internet ne sont pas à risque d'addiction. Et donc là, effectivement, dans ce jeu-là, on est plutôt dans un jeu qui a bas risque d'addiction. Et après, effectivement, l'idée, c'est de se dire comment on fait pour que les joueurs qui consomment peu ce jeu, en fait, on ne les incite pas effectivement à plus venir. Là, il se trouve qu'en fait, c'est des joueurs qui sont plutôt très captifs. En fait, nous, on est intervenus les jeudis à 11h, 15h et 17h. C'est des joueurs qui sont là de fait, qu'on n'a pas attirés par exemple en se présentant le week-end et on leur demande de venir le jeudi. On avait fait en fait tout notre processus de recrutement à un temps T où les joueurs étaient là. Donc on peut pas dire que c'est un risque zéro effectivement. On peut pas dire qu'on n'a pas augmenté, de façon, minimale leur, temps de présence dans le jeu. Toutefois, le risque d'addiction, il est relativement, faible. Oui, je répondrai, sur la première partie de la réponse d'Enora. Je suis d'accord, on connaît les critères, addictogènes, des applications, des jeux et là évidemment on les évite et aussi pour répondre à cette question, le smartphone, fait partie intégrante, de la vie des étudiants et je crois que, plutôt que de le rejeter en bloc, on peut essayer de s'en servir pour en faire un outil, positif. Plutôt que de le condamner systématiquement puisque les étudiants de toute façon sont sur leur smartphone. On leur demande, d'aller sur leur smartphone, déjà dès qu'ils sont lycéens pour regarder leurs résultats scolaires et je ne suis pas sûre que ce soit un élément, d'addiction, enfin, est-ce qu'il faut le prendre en compte? Je ne sais pas, vous connaissez peut-être tous, ce logiciel de l'éducation nationale déjà qui amène les étudiants à aller vers leur smartphone et à l'université ça continue donc de toute façon les smartphones sont utilisés donc essayons d'en faire des outils positifs, hein. Et donc là, on ne remplace pas, par une autre addiction, ça reste un outil qui ne crée pas une autre addiction, numérique. On a le temps encore pour une question chacune. Est-ce que la salle a une question? Jérôme, je t'en prie. Je pense qu'en fait, il y a peut-être Florence Cousson-Gély en voix off derrière qui pourra répondre. Du coup, c'était par rapport en fait à la présentation d'Enora. Donc déjà, merci à toutes les deux pour ces présentations très claires, très dynamiques, très punchy. C'est vrai qu'on voudrait en avoir un petit peu plus et en savoir davantage. Si jamais j'ai bien compris, on est bien sur la TCP, la théorie des comportements planifiés. Donc pourquoi en fait dans ce cas de figure-là, pourquoi de la TCP et pourquoi pas celle de Triandis? Parce qu'on est bel et bien sur
un comportement qui est déjà appris. En fait, là, ce qui nous intéresse, c'est en fait désapprendre un comportement. Donc, pourquoi pas du tri-indice et pourquoi celle-ci? Et si beaucoup son génie n'est pas d'accord, je pense qu'elle pourra se manifester. Elle n'est pas timide en général. Bah, nous, on est parti sur l'idée que ce seraient des ados jeunes sur lesquels en fait on voudrait faire de la prévention primaire, donc qui ne seraient pas en fait encore fumeurs. Donc on a été surpris. Je pense que peut-être que le modèle n'aurait pas été le même si on avait déjà eu en tête le profil des participants à notre essai. Donc c'est pour ça aussi que c'était très bien que ce soit un pilote, et effectivement ça nous apprend beaucoup pour là, le projet plus long qui a été financé, pour lequel effectivement peut-être qu'on ayant une meilleure idée du profil, on repensera au modèle. Après, c'était aussi très sincèrement une facilité. On a discuté des modèles en équipe pluridisciplinaire là, que je vous ai présenté. Et voilà, c'était une facilité. D'une part, il y avait un outil de mesure en tous les cas qui existait. Par ailleurs, il est connu et répandu dans le cadre de la prévention. Des comportements à risque en santé. Du coup, on a fait effectivement le pilote avec des piliers de simplicité, de rapidité, et puis de tests aussi. Ça nous a permis aussi Et d'affirmer la notre TCI hypothèse. n'est pas complètement abandonnée, peut-être la théorie des comportements internes. À Là, voir. en tous les cas, on repart à zéro effectivement pour la réflexion théorique, on va dire, sur le projet plus long. Merci. Et donc, une dernière question pour Judith. Est-ce que les différentes interventions en réponse au binge drinking se feront en fonction des types d'usagers? Est-ce que des interventions complémentaires sont envisagées en fonction des différents types d'usagers, justement? Alors, l'avantage de ces retours personnalisés est qu'ils se basent sur l'analyse des consommations de chaque participant. Donc, les interventions sont en effet adaptées aux consommations du participant. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que c'était ça. Merci. Eh ben, écoutez, on va clôturer ici ce temps de questions. Merci encore à toutes les deux pour votre présence aujourd'hui.